cette émission. Vous êtes un personnage assez haut en couleur. On sait beaucoup de choses de vous et finalement très peu de choses en même temps. Alors, vous êtes né le 2 janvier 1989 à Futuni, c'est dans l'ouest du Cameroun, dans le département du Onkam. Et donc, vous disiez que vous avez grandi ici à Yaoundé, à Komkana. Oui. C'est bien cela. Et à peine frais et moulu de l'Université des Montagnes, la faculté de médecine, l'Université des Montagnes, vous avez étudié la médecine. Vous vous lancez très vite dans l'aventure entrepreneuriale. En 2014, vous fondez SOS Médecins du Cameroun. Alors, c'était quoi SOS Médecins du Cameroun? SOS Médecins Cameroun, c'était une association, ou c'est une association parce que ça existe toujours, dont l'objectif était de réunir les professionnels de santé et effectuer ce qu'on appelle des prestations extra-hospitalières. Ça veut dire tout ce qui est prestations de soins de santé, mais en dehors de l'hôpital. Donc, des consultations à domicile, des soins à domicile, des couvertures sanitaires d'événements et tout ce qui tourne autour de cela. Donc, c'est ce que nous faisions à SOS Médecins Cameroun, qui est le tout premier projet que j'ai eu à mettre sur pied et dont j'ai été accompagné par plusieurs autres collaborateurs avec qui nous avons contribué à le développer davantage. Alors, quand vous sortez de l'école quand vous êtes diplômé, quand vous devenez médecin, vous avez exercé quand même dans un certain nombre d'hôpitaux. Vous avez été à l'hôpital central. Oui, l'hôpital central, l'hôpital gynéco-obstétrique, hôpital de district de Deido, plusieurs cliniques aussi. Comme, pendant combien d'années avez-vous été médecin avant de vous lancer définitivement, avant de quitter définitivement les hôpitaux publics et privés? Alors, je suis toujours médecin. Parce que peut-être ce que beaucoup de personnes ne savent pas, jusqu'aujourd'hui, j'ai un cabinet qui s'appelle Médecin 2.0 qui fait non seulement dans des prestations médicales. Et vous continuez d'exercer? Oui, bien sûr, bien sûr. Et aussi, on s'est spécialisé aussi dans l'entrepreneuriat médical parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de médecins qui souhaitent entreprendre mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc, du coup, on a décidé de toucher ce segment-là, y compris tout autre professionnel de santé aussi. Donc, oui, j'ai exercé pendant pratiquement 1 an dans les structures hospitalières conventionnelle et privée, parce que je n'ai pas eu le concours pour entrer à la fonction publique pour pouvoir exercer. Vous aviez essayé? Oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Et aujourd'hui, vous dites, tant mieux que j'ai pas réussi ou bien? Avec ce que je fais aujourd'hui, je dirais tant mieux, parce que je suis content de ce que je suis content de ce que je fais. Peut-être si j'avais eu ce concours, je serais dans un hôpital aujourd'hui, incognito, en train de mener ma vie, mais j'estime que j'avais une mission qui était certainement plus grande que celle-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer. Alors, Médecin 2.0, parlez-nous de ça. C'est quoi le projet? Médecin 2.0, c'est quelque chose de très simple. C'est de se dire, nous sommes dans un contexte où le médecin, désormais, c'est courant qu'il soit au chômage. Ça peut paraître ahurissant, mais nous sommes dans un environnement où il y a plus de médecins qui sortent des facs de médecine que de structures hospitalières capables de les recruter. Donc, on se retrouve parfois par an avec des concours qui ne recrutent que 50, 60 médecins, en tout cas moins de 100, alors qu'on a plus de 1000 médecins qui demandent à pouvoir travailler. Oui, effectivement, les statistiques ont montré, je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est assez impressionnant, le nombre de jeunes médecins qui se retrouvent au chômage après leur formation. Je ne parle même pas des infirmiers. C'est 8 fois plus. Voilà. Donc, l'idée du Médecin 2.0, c'était de donner la possibilité à des personnes de lancer leurs propres entreprises sur le plan médical, c'est ça? Oui, parce que Médecin 2.0 est né après le début de mes aventures entrepreneuriales. Donc, j'avais déjà lancé SOS Médecins Cameroun, j'avais lancé la Startup Academy, j'avais lancé la marque SM qui m'habille aujourd'hui. Et du coup, j'avais donc déjà une certaine expérience entrepreneuriale du fait de côtoyer aussi beaucoup d'autres aînés qui entreprennent. Et je me suis dit, quand je regarde dans l'univers entrepreneurial, tout le monde accompagne les entrepreneurs, mais personne n'accompagne spécifiquement les professionnels de santé qui sont en train de rencontrer un problème qui est très grave, c'est-à-dire de ne pas pouvoir s'insérer sur le plan socio-professionnel. Donc, je me suis dit, tout professionnel de santé, étant donné que je suis médecin, donc je comprends mieux leur réalité et je peux mieux les accompagner avec mes compétences entrepreneuriales que j'adapte cette fois sur le plan purement médical et de la santé. Donc, Médecin 2.0, c'est un cabinet donc, qui accompagne les professionnels de santé, les structures hospitalières aussi, parce que j'ai même publié un ouvrage dessus où je parle du marketing hospitalier. Donc, j'accompagne les structures hospitalières à faire du marketing. Et je travaille aussi avec quelques facultés de médecine parce que nous sommes en train de concevoir des programmes pour pouvoir former les étudiants en médecine sur des notions entrepreneuriales afin de pouvoir les préparer déjà depuis la faculté de médecine à pouvoir être demain, pourquoi pas, s'ils n'arrivent pas à s'insérer. L'objectif étant d'amener, j'imagine, les médecins qui sont formés à ne pas
subordonner leur avenir essentiellement à un recrutement, soit dans la fonction publique ou alors dans une... Exactement. Les médecins et tous les professionnels de santé en général, parce que ça prend en compte les infirmiers, les aides-soignants, les dentistes, ainsi de suite. Et en 2016, vous lancez Startup Academy. Oui. Alors, parlez-nous de Startup Academy. Startup Academy, en fait, je me suis inspiré de la fac de médecine où j'ai fréquenté. Donc, moi, j'ai fait l'Université des Montagnes. L'Université des Montagnes dans l'Institut supérieur des sciences et de la santé de cette université-là. Sauf que quand j'étais à l'Université des Montagnes, j'étais très passionné de pouvoir comprendre comment est-ce que cela a été créé. Parce qu'il faut le dire, nous sommes en Afrique subsaharienne, en Afrique francophone, au Cameroun, une faculté de médecine privée créée à l'ouest du Cameroun. Pour moi, c'était quelque chose d'assez ahurissant parce qu'il y avait un total monopole de la faculté de médecine des sciences biomédicales de Yaoundé. Donc, je voulais savoir comment est-ce que ce projet a pu être mis sur pied. Donc, c'est là où j'ai connu l'Association pour l'éducation et le développement, l'AED, qui est une association des élites de l'Ouest qui ont créé ce projet. L'Université Et je me suis dit, OK, après ma formation en fac de médecine, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aussi créer une association qui pourra incuber des projets qui plus tard deviendront des champions nationaux ou même internationaux. Donc, c'est comme ça qu'en 2016, après SOS Médecins Cameroun, je décide de créer la Startup Academy, qui est une association. Et vous la reconnaissez certainement sur Internet avec de nombreuses vidéos que j'ai l'habitude de publier, qui sont des extraits de nos séances de formation avec nos différents membres, qui sont plus de 2000 à ce jour à travers le monde. Donc, l'association a développé et incubé des projets qui aujourd'hui sont parfois des usines, des entreprises à part entière qui se développent. Oui. Alors, quelle est votre plus grande fierté avec Startup Academy aujourd'hui? Alors, ma plus grande fierté, c'est d'avoir inspiré des milliers de jeunes. Alors, inspiré, c'est vrai, ils participent à vos formations et tout, et après, ça donne non, quoi? Pas qu'ils participent. Est-ce qu'il y en a? Oui. Qu'ils mettent sur pied des projets. Alors justement, est-ce qu'il y en a qui ont réussi au sortir des séances que vous organisez, des formations que vous organisez, qui ont réussi à créer des entreprises concrètes et qui marchent? Bien sûr, il y en a plusieurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, la réussite n'est pas un accomplissement, n'est pas une destination. C'est quoi? C'est un processus. Ça veut dire que on réussit tous les jours en atteignant ses objectifs et en se fixant de nouveaux objectifs à atteindre. Parce qu'au final, pourquoi est-ce que Dangote continue de travailler? C'est parce qu'il n'a pas encore réussi. La réussite, c'est un processus. Sinon, on dirait qu'il est le noir le plus riche et ça va, il peut s'arrêter, il sirote du champagne. Donc, si tous les jours, il continue de vendre le ciment, s'il continue de toujours vouloir ouvrir une cimenterie dans un autre pays, alors qu'il est déjà le plus riche, c'est la preuve qu'il n'a pas encore réussi. Il a toujours une envie insatiable de passer au niveau supérieur. Donc, c'est ça le processus. Oui, on a accompagné des jeunes qui ont lancé des projets, qui sont en train de se développer dans plusieurs secteurs d'activité. C'est un travail même avec nous dans nos différents projets, des centaines de jeunes. Oui. Alors, il y a Startup Academy a plusieurs représentations. Oui. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Tchang et Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui, et aussi Cotonou au Bénin. Oui. Mais les endroits où nous avons des sièges physiques, oui. c'est Yaoundé, nous avons un siège physique, Douala un siège physique, Tchang un siège physique, Abidjan un siège physique et plusieurs représentations dans plusieurs autres pays. Alors, à la suite de la Startup Academy que vous avez lancée en 2016, il y a plein de filiales de la Startup Academy qui vont voir le jour. Je cite Startup Color, Startup Cosmétique, Startup Food, Startup Training, Startup Fitness, Startup Factory, Startup Motor, Medicare, Startup Kiosque, Startup Academy Senior, etc., etc. Est-ce que vous n'embrassez pas trop, finalement, Claudel Noubissi, et on dit en français que qui trop embrasse, mal étreint. C'est quand même, vous êtes partout. Alors, fitness, c'est vous. Color, c'est vous. Motor, c'est vous. C'est un peu trop, non, ou bien? C'est trop, effectivement, et j'ai envie de dire que c'était une erreur indispensable. Parce qu'en fait, effectivement, c'était une erreur. Dans la vidéo dans laquelle je présente notre bilan, nos investisseurs et associés, qui a beaucoup tourné sur Internet et qui a été même l'origine de la cabale, je l'explique à l'intérieur. Parce qu'en fait, on avait la fougue de la jeunesse. Oui. Moi y compris. En premier d'ailleurs, j'étais le chef de ligne. Et j'estimais que nous sommes intelligents, nous sommes jeunes, nous avons les moyens matériels, intellectuels, nous avons Internet qui est une ressource assez puissante. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout faire? Donc, on se disait, OK, tel, il est bon dans tel domaine, on peut le mettre dans tel projet et puis il développe. Tel est bon dans tel domaine, tel est bon dans tel domaine. Donc, nous, on croyait qu'il suffisait d'avoir la fougue, d'avoir la compétence, d'avoir le savoir-faire et la motivation pour pouvoir y arriver. Donc, on s'est brutalement cassé la gueule parce qu'on a lancé beaucoup de projets et puis la réalité brutale de l'entrepreneuriat nous a rattrapés au quotidien.
Et finalement, on est retourné faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Mais j'estime que c'était un mal nécessaire parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui, si je l'ai, c'est grâce à tous ces différents échecs. Parce que moi, j'aime toujours dire, lorsqu'on veut recruter, par exemple, un journaliste, on va dire, d'accord, parmi les journalistes au Cameroun, tu penses qu'on peut recruter qui? On va dire, bon, il y a monsieur Jean-Bruno Tagné, il a fait plusieurs plateaux, il a été dans des chaînes de médias, ainsi de suite. On recherche ceux qui ont de l'expérience. Lorsqu'on veut recruter un médecin, si tu es malade, tu recherches un médecin, tu veux le spécialiste, tu veux celui qui a 20 ans d'expérience. C'est parce que tu te dis, avec 20 ans d'expérience, il a déjà eu à voir plusieurs cas dont il peut gérer cela. Si je veux construire mon immeuble, je cherche un ingénieur qui a déjà construit soit des immeubles plus grands ou similaires. Parce que, en fait, ce sont ces échecs-là qui construisent notre expertise et qui nous permettent plus tard d'avoir des décisions éclairées. Donc, je pense que c'était un parcours obligatoire. Oui. On a beaucoup saigné, on a appris dans la douleur, on s'est séparé de beaucoup de collaborateurs à cause des conflits. Mais après, on a décidé de se concentrer sur 2 projets uniquement, que je vais citer, Njoka et SM, parce que pour la suite, on a compris que c'est en se concentrant qu'on peut avoir de meilleurs résultats. Et le prix qu'on a aujourd'hui de Njoka, c'est parce qu'on a décidé de se concentrer, en fait. Oui. Alors qu'avant, on faisait 1001 choses et on se cassait. Alors, ça signifie que vous avez laissé tomber toutes ces startups color, startups cosmétiques, startups, tout ça, pour vous consacrer uniquement à SM sur mesure et à Njoka, qui est votre marque de chips. Oui, alors, agroalimentaire. Oui. Je ne vais pas dire qu'on a arrêté tout. Il y a beaucoup de projets qu'on a arrêtés définitivement parce qu'on estimait que ça ne valait plus la peine de les continuer. Il y a certains qu'on a décidé de mettre en stand-by parce qu'on estimait que l'enjeu n'est pas assez important pour pouvoir les continuer. Donc, je dirais qu'on a décidé de mettre 80% de nos efforts sur ces 2 projets, c'est-à-dire l'industrie SM et la marque agroalimentaire Njoka, et puis 20% sur le reste qui montre quand même des indicateurs assez intéressants qui pourraient nous permettre plus tard de pouvoir rebondir dessus. Alors, aujourd'hui, que vaut sur mesure? Je rappelle que c'est une marque de prêt-à-porter. Votre joli costume est une marque de chevaux. Alors, que vaut sur mesure? Parce que vous avez quand même une boutique à Place, en face de Carrefour. C'est quand même une position importante. J'imagine que ça coûte cher. Alors, que vaut cette entreprise pour avoir une telle enseigne? Ce qu'il faut préciser, c'est que nous ne faisons pas du prêt-à-porter, contrairement à ce que certaines personnes pensent. C'est quoi donc? Notre boutique qui est appelée, c'est un showroom. Et nous avons estimé que nous ne pouvons pas venir dire qu'on va révolutionner les choses et faire comme les autres. C'est vrai que ça nous a coûté avant parce qu'on voulait le faire dans tous les projets et ça ne fonctionnait pas. On se disait que voilà, il faut révolutionner l'Afrique. Mais on ne comprenait pas que pour révolutionner l'Afrique, il faut l'industrialiser. Pour l'industrialiser, il y a beaucoup de paramètres qui ne dépendent pas de nous. La lumière, ça ne dépend pas de nous. L'environnement des affaires, ça ne dépend pas de nous, ainsi de suite. Donc, à SM, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons en fait sur les 3 systèmes du système productif. Il y a ce qu'on appelle le système primaire, c'est-à-dire que nous produisons notre propre matière première et nous travaillons avec des partenaires qui produisent la matière première. Par exemple, nous avons des tissus qui sont fabriqués à Fumban, nous avons des tissus qui sont fabriqués au Burkina Faso, le Faso d'Anfani. Nous utilisons du coton que nous transformons pour obtenir nos fils, pour obtenir nos tissus que nous allons utiliser cette fois dans ce qu'on appelle le secteur secondaire, dans la transformation, l'industrie. Nous avons des maîtres boutiers, nous avons des stylistes qui nous conçoivent des modèles qui correspondent à l'idéologie de la marque. Et puis après, nous avons des modélistes qui les réalisent. Et dans le secteur tertiaire qui est dans la distribution, nous avons dans cette boutique prestigieuse appelée, ce qui est dans un showroom qui présente en fait notre savoir-faire. Donc, ce n'est pas un prêt-à-porter. C'est une boutique qui présente ce que nous sommes capables de faire. Et lorsque quelqu'un arrive et il dit, voilà, moi, ça m'intéresse, mais je voudrais peut-être qu'on modifie ça, qu'on mette plutôt tel tissu, qu'on mette plutôt tel paramètre. Nos équipes, maintenant, en arrière-plan, produisent cela afin de pouvoir mettre ça à disposition du client. Dans un futur moyen, nous comptons maintenant nous lancer dans du volume, ça veut dire de produire des quantités, cette fois très importantes pour toucher un public plus large, parce que actuellement nous sommes en train de faire des études, ce qu'on appelle du data analysis, pour comprendre exactement quels sont nos articles qui intéressent le plus les gens, quels sont les prix les plus adéquats pour pouvoir les proposer, quelle est la meilleure cible en fonction du type d'article, et c'est là où nous allons passer donc au volume. Alors, et enfin, il y a votre marque Njoka, les chips. Oui. Alors, en dehors des chips, vous parliez d'agroalimentaire. En dehors des chips, il y a quoi d'autre? Alors, lorsque nous avons lancé la marque Njoka, ça fait pratiquement 2 ans déjà. Le but était de commencer forcément par un produit. Parce qu'on ne voulait pas commettre les mêmes erreurs qu'avant, en fait. Parce qu'avant, si on avait lancé Njoka, on aurait lancé 50 produits à la fois pour essayer de voir ce qui fonctionne et ça aurait été une catastrophe. Oui. Donc, on s'est dit, c'est vrai que l'entreprise, c'est une agro-industrie. On a pour ambition de faire plusieurs produits dans le futur. Mais dans un premier temps, on va commencer par un seul, les chips.
Donc, on a commencé par les chips. Et le but, c'est ultérieurement de pouvoir décliner la marque qui a déjà une certaine notoriété en plusieurs autres produits, comme des canettes qui vont sortir en janvier ou alors tout autre produit, que ce soit qu'on peut grignoter ou même toute autre boisson, ainsi de suite. Ça marche? Oui, je dirais que ça marche parce que voilà, si on a décidé de se concentrer dessus, c'est parce qu'on a des indicateurs qui nous montrent que ça marche. Et la matière première, le plantain, il y en a assez? Il y en a assez au Cameroun. La production, elle est suffisante pour pouvoir satisfaire la demande? Pour le moment, avec la demande que nous avons, la quantité de plantain sur le marché est suffisante. C'est vrai qu'on fait face à une concurrence qui est assez brutale, qui vient de nos pays voisins. Parce que nos voisins, quand ils arrivent au Cameroun, ils vont au champ directement, ils achètent tout à des prix très élevés, ce qui fait en sorte que c'est assez difficile pour nous. C'est la raison pour laquelle dans notre déploiement stratégique, nous sommes en train de prendre des exploitations parce qu'il faudra bien que nous puissions avoir nos propres exploitations pour avoir notre propre plantain. Mais pour le moment, avec notre production actuelle, le plantain disponible suffit largement à pouvoir couvrir notre besoin. Mais comme on prévoit et on anticipe, on est déjà en train de travailler sur une solution qui va nous permettre définitivement d'avoir du plantain de manière régulière. Alors, Claudel Loubissi, aujourd'hui, c'est quoi le personnel que vous employez? Combien de personnes à peu près employez-vous dans toutes les entreprises que vous avez lancées? Alors ici, il faudrait déjà que je puisse les catégoriser pour qu'on puisse voir exactement de quoi il s'agit. Donc, comme on l'a dit antérieurement, on a la Startup Academy qui a un siège à Yaoundé, un siège à Douala, un siège à Tchang et un siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous avons SM qui a des locaux ici au NSC, qui a une boutique à Place. Nous avons Joka qui a son usine ici à Yaoundé et qui a pratiquement, je vais dire, plus de 100 points de distribution avec des distributeurs dans plus de 15 pays. Donc aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est plus de 50 personnes. Oui. Pour finir, à titre personnel, c'est quoi vos modèles en ce qui concerne les affaires? Alors, mes modèles, j'en ai plusieurs en fonction du secteur d'activité. Si je vais prendre le Cameroun, forcément, Paul Fokam. C'est quelqu'un qui a révolutionné la finance dans notre pays, notamment en l'adaptant à notre culture. Lorsqu'on prend le modèle MC Carré, qui plus tard s'est développé pour devenir la banque la plus performante, certainement, de l'Afrique francophone. Donc oui, c'est un modèle très important pour moi. À l'étranger, il y a un modèle que j'ai qui s'appelle Oussama Amar. C'est quelqu'un qui vraiment développe des projets assez audacieux, qui a eu à contribuer à développer une plateforme qui s'appelle The Family. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'en fait plus partie, mais il m'inspire beaucoup parce que c'est lui qui m'a motivé à faire aussi des vidéos. Il est d'où, lui? C'est un Libanais, mais qui est naturalisé français. Donc, c'est lui qui m'a motivé à faire des vidéos comme je suis en train de faire sur Internet actuellement et qui remporte un très grand succès. Donc, et forcément, Elon Musk aussi, parce que j'estime que voilà, c'est quelqu'un de fou, comme moi, parce que j'assume être fou. Et j'aime bien avoir des personnes pareilles qui te font comprendre que voilà, si tu es fou, il y a plus fou que toi encore. Alors pour finir, on va sortir de cette émission par là où on a commencé au sujet de la tempête, même si vous estimez qu'il n'y a aucune tempête, au sujet de la tempête dans laquelle vous êtes embarqué aujourd'hui. Alors, quel est le message que vous souhaiteriez passer d'abord au public qui regarde et également à vos différents investisseurs, notamment ceux qui sont un peu inquiets de ce qu'est devenu ce qu'ils ont investi dans les différentes entreprises? Quel est le message que vous souhaiteriez leur passer? Ce sera votre mot de fin. D'accord. Je vais commencer déjà par passer un message à toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, qui ne sont pas forcément investisseurs, actionnaires de nos différents projets, parce qu'en réalité, cette émission était destinée à ces personnes-là. Parce que moi, je dis toujours, mes patrons, ce sont mes actionnaires, mes investisseurs, mes collaborateurs et mon équipe. Donc, si j'ai des comptes à rendre, je rends ces comptes-là à mes équipes, à mes actionnaires, à mes investisseurs et à tous nos associés. Ce qui est déjà fait, ce qu'on fait assez régulièrement au travers d'assemblées générales, au travers de rapports. Par exemple, la semaine dernière, j'étais encore en assemblée générale avec nos investisseurs, avec nos associés, pour pouvoir les rassurer, leur montrer ce que nous sommes en train de faire. Donc, eux, ils savent exactement ce que nous faisons. Dans cette émission, vraiment, si j'ai accepté d'y participer, c'est parce qu'il y a des personnes qui croient en nous et qui aimeraient au moins savoir ce qui se passe, même si on n'a pas le devoir d'entrer en profondeur dans les dossiers parce que c'est un peu confidentiel, je dirais. Je leur dirais que voilà, l'aventure entrepreneuriale, elle est tumultueuse, surtout lorsqu'on est au Cameroun, parce que le Cameroun, c'est une particularité mondiale du fait qu'entreprendre ici, ça équivaut à être un peu fou. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche d'aller au Canada aussi et aller dans cette 11e province du Cameroun ou alors région du Cameroun qui accueille autant de Camerounais et continuer ma vie là-bas? Rien, réellement. La plupart de nos frères de la diaspora, même lorsqu'ils veulent investir, ils préfèrent choisir l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire des pays comme
la Côte d'Ivoire pour pouvoir y investir parce que le climat des affaires, il est un peu plus favorable. Donc, nous, on a choisi de rester au Cameroun par choix parce qu'on estime qu'il y a des prédécesseurs qui ont fait un travail extraordinaire ici, qui sont morts pour notre patrie et on a le devoir de prendre le relais. Donc, les coups qu'on affronte, en réalité, ça ne représente rien. Oumiobe est mort. Wandje est mort. Wandje, on l'a pas insulté sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les insultes sur Internet, les intrigues, qu'est-ce que ça fait? On s'en fout. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je regarde nos ancêtres qui sont morts en souriant, parce que quand moi je regarde encore l'histoire de Wandje, ça veut dire quelqu'un qui sait qu'on va le fusiller et il est content. Ça veut dire qu'il estime que ce qu'il est en train de faire, ça vaut la peine. Et moi, pour quelques insultes sur Internet, je vais abandonner. Non, il en faut beaucoup plus pour terrasser Claudel Nubissi et tout l'empire qui l'accompagne. Donc, moi, j'estime que c'est de bonne guerre. Moi, j'estime que nous sommes dans la rue. Mais je dis toujours qu'une publication sur Internet n'est pas un aveu de culpabilité. Même une plainte ne signifie pas que vous avez tort. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous porte plainte que la personne a raison. La preuve, il y a des personnes qui ont eu à porter plainte et qui se sont retrouvées en prison elles-mêmes. Parce que, voilà, il ne faudrait pas que les gens ne comprennent pas la réalité des affaires. Ce n'est pas parce qu'on te porte plainte que tu as tort. Quand on te porte plainte, la justice va établir les responsabilités et définir exactement qui a tort et qui a raison. Maintenant, pour pouvoir parler à peut-être nos anciens associés, je dirais que moi, je les remercie énormément pour le travail qu'ils ont apporté dans la communauté que nous avons pu bâtir, parce que chacun d'eux individuellement a donné du sien, a donné le meilleur de lui à l'époque où il croyait encore peut-être en ce que nous faisions. Donc moi, je respecte ça. Moi, j'ai été éduqué, je ne suis pas quelqu'un qui viendrait jeter des gens à la vindicte populaire, mais il faut rétablir la véracité des faits tels qu'en eux-mêmes. Ça veut dire que si quelqu'un a commis un impair, moi, j'ai eu à commettre des impairs, moi, j'ai eu à commettre des fautes et j'ai payé pour ça. Quand on m'envoie une convocation, c'est à mon nom, alors que parfois, ce sont des fautes causées par des collaborateurs. Moi, j'assume, parce que c'est moi qui suis le leader. Donc, j'assume tout. Mais il faudra aussi que si quelqu'un commet une faute, qu'il puisse l'assumer. Parce que c'est aussi ça la responsabilité. C'est aussi ça la maturité. Et moi, en tant que leader, j'ai le devoir de pouvoir être transparent sur ce qui se passe. Parce que j'ai des patrons qui sont mes actionnaires et mes investisseurs. Je dois leur dire ce qui se passe et ce qui s'est passé avec leur argent. Et si c'est que les gens estiment que ce que je fais, c'est de la diffamation, même si c'est adressé uniquement à des personnes qui ont qualité, c'est-à-dire nos actionnaires et nos investisseurs, alors on peut me porter plainte et là, j'assume et je viendrai rendre compte de cela. Maintenant, à nos investisseurs et à nos actionnaires, je leur dirais que nous sommes là. Ça veut dire que nous sommes dans nos bureaux. Moi, je suis là tous les jours de lundi à dimanche. Si quelqu'un veut me rencontrer, je suis là. Si quelqu'un veut qu'on discute, il connaît tous les canaux qui permettent d'entrer en contact avec nous. Si quelqu'un estime que, voilà, on a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, il y a les tribunaux. On ira au tribunal, on va pouvoir trouver certainement une solution. Il n'y a pas mort d'homme, donc il y aura toujours une solution à trouver. Mais pour terminer, je dirais que nous avons quand même, depuis pratiquement 10 ans, cette fois, hein, depuis pratiquement 10 ans, on a développé des projets. On a beaucoup échoué, c'est la réalité de tout entrepreneur. Mais au moins, on a pu développer des marques qui aujourd'hui sont en train de se démarquer. Et il faudrait que si des personnes souhaitent nous accompagner, qu'elles puissent comprendre que nous sommes déterminés à pouvoir faire de ces marques des leaders mondiaux. Alors, vous parlez de porter plainte si quelqu'un n'est pas content, mais il y a une de vos vidéos dans laquelle vous dites que l'erreur à ne pas commettre lorsque quelqu'un vous doit de l'argent, c'est de le traîner en justice. Oui, parce que ça entre dans la stratégie aussi d'un entrepreneur. Parce que je m'explique, monsieur Jean-Bruno. Oui, allez-y. Moi, je connais des personnes qui aujourd'hui sont en prison volontairement. Ça veut dire que c'est des personnes qui estiment que, OK, je dois de l'argent aux gens. Est-ce que je leur rembourse cet argent? Ou est-ce que je m'en vais en prison, j'accepte d'aller en prison, je ne rembourse à personne? Et puis, je vais durer en prison, mais je vais finir par sortir. Moi, je connais des personnes qui sont en prison de cette façon. Moi, je ne suis pas de cette personne-là. Moi, je ne suis pas de cet acabit. Oui. Ça veut dire que j'estime que je vais tout donner, faire de mon mieux pour pouvoir faire en sorte que les projets réussissent. Mais après, on peut avoir un échec. Très bien. Alors, pour être tout à fait complet avec votre parcours, vous avez publié plusieurs ouvrages. Il y a quelques-uns de ces ouvrages là ici. Stop, assez de mensonges sur le VIH/SIDA. On va pas faire de commentaires. La fonction marketing à l'hôpital. Ça, c'est un autre ouvrage de vous. Le jeune entrepreneur africain, tome 1. Un médecin atypique. Il s'agit de vous-même. Claudel Nubissi, 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun. Coronavirus de A à Z. Docteur Claudel Nubissi. La bande dessinée. Voilà, ça c'est une bande dessinée. Claudel Nubissi, guide pratique la tontine structurelle en Afrique. Ce n'est pas fini, hein. Entreprendre
et investir différemment. Ça, c'est toujours vous. Le prix de la réussite, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Et il y a également cet ouvrage, créer sa structure hospitalière du projet à la rentabilité. Et enfin, lever des fonds en Afrique. Mon retour d'expérience depuis 2017. Voilà. Colonel Doumissi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Aïe, aïe, ah non mais t'es paré pour la soirée. T'as bossé toute la semaine sans t'arrêter.